Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Rio Rancho qui mettra en vedette le combat revanche le plus attendu de l'histoire des arts martiaux mixtes entre Jan Blachowicz et celui que l'on appelait affectueusement Beastin 25-8, Corey Anderson. Évidemment, je niaise, là. Vous êtes bien au courant que je suis en train de plaisanter, mais c'est quand même un combat qui va avoir lieu dans le combat principal d'une belle carte de Fight Night. Pour toutes les critiques qu'on aurait pu avoir, je crois, pour les derniers pay-per-view, que oui, c'est sûr, là, quand tu as le pay-per-view, le number de UFC, le UFC 246, UFC 247, tu t'attends à de la substance, tu t'attends à des bons combats, et puis à part les main events de ces cartes-là, on n'a pas vraiment eu d'excellents combats, bien que l'UFC 247 a overperformé ça, absolument, ça a été une bonne carte au final, mais tu sais, d'emblée, en entrant dans la carte, on se disait pas oh, ça va être l'événement le plus incroyable que je vais avoir vu. Je me dis pas de ça, de cet événement-là non plus, mais pour un Fight Night, c'est bon. Il y a des beaux petits combats qui sont bien matchés, un peu partout sur la carte. Je pense qu'on devrait avoir un bon niveau d'entertainment sur cette carte-là, qui est présentée en direct de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Donc, en direct d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Parce qu'en fait, là, si Albuquerque est Montréal, ben, la carte est comme à Laval. Ou si Albuquerque c'est Québec, ben, la carte est genre à Lévis, là, littéralement. Puis je sais même pas s'il y a une rivière ou un fleuve qui sépare les deux locations. Donc, c'est ça qui arrive. C'est la carte. Et puis, je suis là pour mes analyses et prédictions complètes. On commence à l'instant avec le combat principal de la soirée chez les 205 livres. Corey Anderson, Jan Blachowicz. Et puis je suis vraiment déçu que Corey Anderson ne s'appelle plus Beastin 25-8. Il a genre changé ça pour Overtime, qui est comme la version, genre, je sais pas, moins niaiseuse, moins meme de Beastin 25-8. Parce qu'on s'entend que si tu work Overtime, on peut s'attendre à ce que tu sois en train de beaster 25-8, bref, en tout cas, on s'en sac, on va parler du combat. Et puis ce combat de main event-là, pour être franc avec vous, ça en est un bon qui a déjà eu lieu, puis que les deux se sont beaucoup améliorés depuis, mais je suis quand même porté à beaucoup utiliser mon analyse du premier combat pour prédire ce second combat-là. Parce que oui, Blachowicz est amélioré dans plusieurs aspects de sa game, mais Corey Anderson aussi. Puis tu sais, si t'es pas prêt à affirmer que Corey Anderson s'est plus amélioré que Jan Blachowicz dans cette période-là depuis l'UFC 191. Je pense que t'as pas le choix de dire que c'est au moins autant amélioré que Jan Blachowicz. Donc je pense qu'on regarde encore un même genre de combat ici qui va être chaudement disputé debout comme la première fois. Mais c'est au niveau des amenés au sol, du contrôle dans le clinch, des takedowns. Quand Corey Anderson réussit à aller chercher ses takedowns dans ce combat-là, ça allait bien pour lui. Là. Vraiment, c'était quelque chose qui le faisait bien aller chercher et compléter ses takedowns. Mais une fois au sol, dans la garde, il était capable d'aller chercher de la bonne posture, ground and pound, d'aller gagner ses rounds, s'assurer d'une victoire comme ça. C'est sûr que quelques petits moments dans le combat qui ont été tricky. C'est pas sûr que je se fasse passer une clé de bras à un moment, mais il est resté calme et discipliné là-dedans. C'est pas quelqu'un qui gaspille son énergie pour rien, là, Corey Anderson. Puis oui, c'est sûr que son dernier combat contre Johnny Walker, c'était très peu typique. Je pense qu'il voulait faire un statement. Puis c'est un gars qui analyse bien, lui et son coach Mark Henry. Il analyse très bien ses adversaires. Puis il savait c'était quoi son window of opportunity contre Johnny Walker. Puis il a sauté dedans. C'est rarement un gars qui va faire de quoi sans être sûr que c'est quand même safe pour lui que de le faire. Puis bien sincèrement avec vous, j'ai de la misère à pas voir Corey Anderson par décision dans ce combat-là. Un combat qui a vraiment été, selon moi, booké très stratégiquement juste après l'UFC 247 parce qu'on se dit on va nécessairement voir le prochain contender à John Jones émerger de ce combat-là. Je pense que c'est plus le cas. Je pense que c'est clairement Reyes qu'il faut qu'il affronte Jones de nouveau puis ça enlève beaucoup d'intérêt à ce combat-là. Je pense que quand même dans la cage, ça va nous donner un bon duel compétitif. Peut-être pas le combat le plus excitant qu'on va avoir vu de l'année, mais pas le plus ennuyant non plus. Je pense que ça va être un bon duel compétitif que Corey Anderson va remporter par décision. Co-main event. Oh my god les boys. C'est le plus freak show fight que l'UFC va nous apporter. Là. Littéralement, il ne se fait pas mieux que ça. C'est chez les 170 livres. Diego Sanchez qui affronte Michel Pereira.
le master du backflip, le gars qui se gazote en dansant jusqu'à la cage, puis qui donne tout, mais absolument tout au premier round et qui n'a plus rien après. Et puis c'est tellement un combat qui est bizarre parce que oui, à la fois Michel Pereira est tellement gigantesque et fort et explosif et athlétique pour le temps qu'il y a du jus que c'est exactement le style de combattant qui finit un Diego Sanchez au premier round. Mais d'un autre côté, si Diego Sanchez est capable de survivre au premier round, il y a exactement le style de combattant qui amène Michel Pereira au sol puis qui le domine complètement pour le restant du combat, envoie vers une décision de 29-28, c'est-à-dire. Et écoutez, c'est vraiment dur parce que je pense que c'est pratiquement 50-50 les chances dans ce combat-là. Il y a 50% de chances que Michel Pereira fait juste allumer Diego Sanchez au premier round puis le démolisse bien raide. Puis il y a 50% de chances qu'il gaze out assez rapidement après ça s'il ne réussit pas puis qu'il perde le restant du combat. Je vais arrêter mon choix sur Diego Sanchez pour ce combat-là et c'est strictement à cause d'où le combat a lieu. Parce que oui, non seulement le Diego Sanchez est d'Albuquerque et de la région, on sait qu'il s'est entraîné à Jackson Wing très longtemps, il a comme lâché ça pour s'en aller avec le dude qui avait pas l'air de trop savoir ce qu'il faisait dans son coin lors de son dernier combat contre Michael Chiesa. Un combat qui me donne quand même des réserves là, dans le cas de Diego Sanchez ici, mais après avoir vu Chiesa exceller face à RDA, j'ai quand même un peu plus de confiance, je vous dirais. Puis l'affaire, c'est que ben, dans le fond, là, Rio Rancho et Albuquerque, c'est en altitude. C'est très haut. Et puis, on le sait, qu'est-ce qui arrive en altitude avec des combattants qui n'ont pas le meilleur des cardio. Ce Fight Night-là, là, ça va vraiment être le genre de Fight Night où tu piques le combattant qui a le meilleur cardio parce que moindrement que les combats vont s'étirer, celui qui a le moins bon cardio va se fatiguer beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Et puis, tu sais, Michel Pereira est quand même réputé comme ayant un cardio de merde. Donc, pour cette raison-là, je vais pencher pour Diego Sanchez par décision dans ce combat-là. Mais écoute, c'est vraiment 50-50 de savoir si ça se finit brutalement au premier round ou si Sanchez va take over dès que le premier round est fini. Ensuite, 125 livres chez les dames, Montana de la Rosa affronte Mara Romero Borella, qui est quelqu'un qui a réussi à me surprendre dans l'UFC, je vous dirais. C'est pas quelqu'un que je m'attendais qui ait vraiment du succès, encore moins au plus haut niveau de la division. Puis elle a quand même réussi à avoir des combats très compétitifs contre Lauren Murphy, puis des filles comme ça, puis en battre d'autres que je m'attendais pas nécessairement à ce qu'elle batte. Même quand elle a battu Kalindra Faria, j'étais un petit peu surpris. Cependant, dans ce combat-là, j'ai pas le choix d'y aller avec Montana de la Rosa. Parce que non seulement, bien que c'est pas tant une bonne combattante debout, je pense qu'elle est probablement meilleure que Mara Romero Borella, qui, selon moi, est quelqu'un qui est vraiment dépendante sur le clinch, d'aller chercher le clinch debout, de là est capable de lander des takedowns, travaille bien au sol, est vraiment surprenante dans son grappling. Le problème ici, c'est qu'elle affronte une black belt, une des meilleures grapplers dans la division selon moi, et puis la grapplers va peut-être même avoir l'avantage debout dans ce combat-là. Mais j'ai l'impression que ça va être quand même un grapple fest, là, pour être honnête avec vous. Je pense pas que Mara Romero Borella sait faire d'autre chose que bum rush des filles dans le clinch. Donc je pense que si t'offres à De La Rosa de juste grappler avec une fille contre qui elle va probablement être meilleure qu'elle au sol, elle va sûrement accepter puis gagner ça par soumission au premier round. Ensuite, 155 livres, Brock Weaver, Rodrigo Vargas ou Kazula Vargas, peu importe comment il l'appelle. Je sais pas pourquoi l'UFC semble avoir un petit quelque chose pour Brock Weaver. Je sais qu'il a l'air d'avoir une petite attitude différente et tout. Moi, j'ai pas vu rien dans la cage qui me porte à croire que ça va être un grand combattant, mais c'est vrai qu'il a une personnalité, c'est vrai qu'il est différent, puis tu sais, ça a l'air d'être un gars qui veut le pousser, puis ce premier match-up-là est un peu fait en fonction que Brock Weaver gagne par soumission, pour être bien honnête avec vous. Donc, c'est ça que je vais y aller comme prédiction, tout simplement. Brock Weaver par soumission au deuxième round. Ensuite, très bon combat flyweight. 125 livres, Rogerio Bontorin et Ray Borg. Et puis ça, c'est encore une fois, puis vous allez voir, c'est un thème récurrent sur cette carte-là. C'est pour ça que je vais essayer d'aller un peu plus vite dans mes prédictions, pas me répéter trop. Mais vous allez voir que sur cette carte-là, j'ai pas le choix de prendre, comme je vous disais, les gens qui ont le meilleur cardio. Et puis, non seulement Ray Borg n'aura pas
pas, selon moi, le meilleur cardio, mais va être vraiment beaucoup trop petit pour Rogerio Bontorin. Puis en temps normal, j'aurais peut-être Ray Borg, parce que Ray Borg, oui, est petit, oui, n'est pas le plus massif des combattants, mais quelqu'un qui travaille très fort, même si des fois se fatigue, continue à travailler même fatigué, puis un très bon niveau technique de lutte. Son striking s'améliore de plus en plus aussi, donc techniquement, je crois que Borg peut battre Rogerio Bontorin, mais Bontorin est gros, et peut-être pas le plus rapide pour un flyweight, mais il est gros, puis c'est un tank, puis il est thick, puis il est bon debout, a quand même du beau power, étant donné, je pense, sa grosseur, c'est pas quelqu'un qui... Je pense que génère tant du power dans sa technique, mais c'est sa physicalité pure qui est bonne pour lui à cet effet-là. Et, ben, c'est ça. Il y a une bonne grappling game, mais bon pour draguer les gars au sol. Puis je pense que sa grosseur, puis le fait qu'il a peut-être un peu meilleur cardio que Rayborg, fait que je vais lui donner l'avantage, là, mais barely dans ce combat-là pour remporter une décision. On termine la main card avec un all-action fight chez les 155 livres. Lando Vannata et Yancy Medeiros. C'est pas compliqué ce combat-là. Lando va gagner jusqu'au moment où il va gas out, puis ensuite il va perdre. Et puis d'après moi, ça va donner la décision à Yancy Medeiros dans ce combat-là, même s'il est probablement le moins bon des deux combattants. Mais s'il y a quelqu'un qui est quand même notoire comme n'ayant pas le meilleur des cardio, ou juste qui travaille tellement fort dans ses combats, puis qui donne tellement tout au premier round, puis au début du deuxième round, que c'est dur pour lui que d'avoir de l'énergie en fin de combat. Puis Yancy, même si c'est peut-être pas le gars qui a la meilleure technique dans les deux combattants ici, ben c'est un bœuf. C'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais d'essayer, qui a du cœur, qui a du cardio, qui est bien entraîné. Et puis j'ai Medeiros dans ce combat-là par décision. Je pense juste que son cardio va l'emporter, comme j'ai plusieurs combats ici. Ça nous mène à la carte préliminaire. Tim Means accueille Daniel Rodriguez dans l'UFC. C'est chez les 170 livres. Puis mon Dieu, que c'est un dur match-up avoir ton premier combat à altitude, à Albuquerque, où Tim Means est né et s'entraîne depuis toujours. Et puis tabarnouche. C'est qu'on a un gars ici qui va nécessairement vouloir se battre debout contre Tim Means, puis qui aura peut-être pas les atouts pour amener le combat au sol lorsqu'il va pas mal nécessairement en avoir besoin. Tu sais, Tim Means a perdu certains combats par les temps qui courent, mais si tu sors complètement Tim Means de sa conscience, c'est comme ça que tu le bats. Ou que tu le battes par décision vraiment à louche. Là, il y a une couple de décisions vraiment à louche contre lui de la part des juges, mais je pense que c'est le genre de combat où il se rentrera peut-être pas au juge parce qu'on va avoir un Rodriguez qui va vouloir se battre debout contre lui puis qui et pas un assez bon counter-puncher pour Tim Means, puis qui ne lance pas assez de combinaisons pour Tim Means. On dirait que Daniel Rodriguez se bat comme un gars qui a du méga punching power, du méga one-punch power, puis qui essaie vraiment de setter son power punch, puis qui lance rarement des combinaisons, puis ben, c'est pas bon contre un gars qui travaille en volume comme Tim Means, pour être honnête avec vous, puis pour cette raison-là que je pense que ça va être un dur début dans l'UFC pour Daniel Rodriguez. Ensuite, combat très fascinant chez les 135 livres, John Dodson, Nathaniel Wood. Puis je vous dis ça parce que John Dodson est un style match-up horrible pour Nathaniel Wood. Dans le sens que Wood est un gars qui veut mettre la pression, puis qui essaye de lead avec un jab ou avec des kicks dans le but que tu répondes. Puis là, quand tu réponds, va counter hard en combinaison, mais n'est pas très bon défensivement. Puis il y a direct le style de gars qui va passer tout le combat à chasser John Dodson, qui ne fait qu'une chose à cette heure, c'est reculer avec son footwork, qui est encore très rapide, puis qui essaie de lander des power left hand. Et tu sais, autant c'est un mauvais match-up pour Wood en général, surtout que John Dodson va de loin être le meilleur lutteur qu'il va avoir affronté d'un point de vue défensif. Et puis Nathaniel Wood, c'est le gars qui a tendance à justement commencer ses combats et changer de bout. Puis là, quand il se rend compte que ça va peut-être pas comme je veux, je veux juste switch up le pace un peu, boum, va Lander amener au sol. Puis il le fait très bien, il est complet. C'est un des combattants européens anglais les plus complets qu'on a vu dans sa game. Puis il s'adapte bien, il est capable de trouver la chose qui marche pour lui, puis de l'exécuter dans un combat. Chose que Dodson n'est plus capable de faire. Dodson fait une chose dans ses combats et c'est reculer puis lander sans counter left hand. Et puis si ça marche assez bien parce qu'il est vraiment plus rapide que son adversaire, ben il va gagner. Mais il a tendance à plutôt perdre des combats serrés puis qu'il aurait peut-être pu recevoir la victoire des juges. C'est souvent des splits de ces jeunes même, mais
il gagne plus ces combats-là, John Dodson. Donc autant c'est un match-up qu'il devrait absolument gagner, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu gagner un match-up-là pour vraiment le sélectionner ici. Puis le fait que Nathaniel Wood soit capable de trouver la petite chose qui marche puis de l'appliquer, ben ça lui donne un gros avantage sur John Dodson qui est juste plus capable de faire rien d'autre que la chose qu'il fait tout le temps sans arrêt, puis qui l'a mené à de nombreuses défaites dans ses derniers combats. Donc j'ai Nathaniel Wood par décision. Ça nous mène à un autre combat intéressant chez les 155 livres. Scott Holtzman affronte Jim Miller. Et puis, oh là 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 là, c'est un autre combat que j'ai un peu de difficulté parce que c'est encore, tu sais, si je pique le gars avec le meilleur cardio ici, ben à ce stade-ci, c'est Scott Holtzman. Mais il vient tout juste de perdre un combat. Il s'est juste fait comme takedown et dominé au sol par Nick Lentz. Puis j'ai comme l'impression que s'il y a quelqu'un qui est en mesure de faire ça, c'est pas mal Jim Miller. L'affaire qui me gosse un peu cependant, c'est que Nick Lentz, lui, est super down de t'amener au sol, de te garder dans une position chip away un peu, tu sais, avec du ground and pound, essaie de passer ta garde, mais il est vraiment à game de te contrôler dans une position, puis de rester là, puis tu sais, il sait qu'il gagne, fait qu'il avance pas trop, fait pas trop rien pour que ça change. Jim Miller n'est pas capable, va essayer une soumission, va essayer quelque chose d'autre, puis ça fait qu'il va permettre à Scott Holtzman de scramble. Puis Scott Holtzman, c'est pas un meilleur grappler que Jim Miller, c'est pas un meilleur lutteur que Jim Miller, je sais même pas si c'est un meilleur striker que Jim Miller, mais c'est un gars qui arrêtera jamais. C'est un gars qui va scramble. Puis Jim Miller, en vieillissant, a de moins en moins d'endurance dans ses combats. Donc, cardio rule, vu qu'on est en altitude, je vais y aller avec Scott Holtzman par décision aussi, bien que c'est peut-être pas le pick qui me plaît le plus. Dernier combat sur les prelims avant de passer sur Fight Pass, on a Devin Clark qui affronte Dequan Fentanyl. Donc Dequan Fentanyl qui prend un short notice 2 semaines, 3 semaines après avoir perdu contre Devin Lewis à 185 livres. Puis il dit j'ai perdu contre un gars qui va essayer de me contrôler dans le clinch, mais affrontons un gars plus agressif qui va essayer de me contrôler dans le clinch. J'ai donc Devin Clark par décision ici, assez facile comme pick. Ça nous mène sur Fight Pass, de très bons combats sur Fight Pass pour être honnête avec vous. Probablement un de mes combats préférés de la soirée. Casey Kenny, Merab Dvalishvili. Gros combat que j'ai beaucoup de difficultés à pick parce qu'encore une fois, mon Dieu, Casey Kenny est exactement le genre de combattant et qu'à chaque fois qu'il affronte quelqu'un qui est sûr qu'il va l'out-grapple, ben le gars, il pousse une game de grappling puis se fait out-scramble par Kenny puis perd ce combat-là. C'est arrivé contre Ray Borg, je capotais. Après, c'est arrivé contre Manny Bermudez que je pensais pas vraiment voir quelqu'un out-grapple Manny Bermudez puis pourtant c'est arrivé puis c'est Casey Kenny qui l'a fait. Puis là, mais il y a exactement le même genre de match-up en Merab Dvalishvili. Mais encore une fois, cardio rules, puis c'est comme... Autant Merab n'est pas un bon control fighter, le genre de gars qui est juste trop agressif, qui avance vers toi, lance des spinning shit, lance des overhand, lance beaucoup, puis va essayer de shooter immensément beaucoup de takedowns, mais c'est plus le genre de combattant qui lande 13 takedowns dans un combat pour 1 minute et demie de contrôle, comparément à un combattant qui va lander 3 takedowns dans un combat, un à chaque round, puis qui va garder l'action au sol pour tout le round parce que c'est un bon control fighter. Donc, il va y avoir beaucoup de scramble dans ce combat-là. Ça va être un scramble fest. En fait, ça va être absolument incroyable. D'après moi, ça risque d'être un des meilleurs combats de l'année, surtout si vous aimez le grappling. L'affaire, c'est que Casey Kenny, autant c'est un peu sa game d'out-scramble des gars, je ne sais pas s'il y a des cardio issues, là, je pense pas. Je l'ai vu se fatiguer dans des combats, mais c'était des short notice, c'était des choses comme ça. L'affaire, c'est que Merab ne se fatigue pas. Merab est le cardio. C'est le cardio de Merab qui le fait gagner dans des combats où il n'est pas en altitude, justement, dans des combats normaux contre d'autres gens qui ont du très bon cardio. Puis lui, le fait qu'il a juste un gas tank incroyable, puis qu'il arrête jamais, puis même s'il contrôle très peu du combat, puis il rend ça tellement serré, parce qu'il contrôle pas son adversaire, il fait juste y aller, puis prend pas le temps de relaxer 30 secondes, puis de s'asseoir dans une position, puis de prendre son 30 secondes de control, land un peu de ground and pound. Oh non, fuck that, laisse des ouvertures, laisse le gars se relever debout, le re-takedown, le re-takedown, puis je pense que c'est cette activité-là qui
va peut-être en altitude venir taxer Casey Kenny. Puis c'est pourquoi je pique encore une fois contre Casey Kenny dans un match où quelqu'un va essayer de l'out-grapple quand personne dans l'UFC ne l'a encore out-grapple. Fait que je sais pas si c'est un bon choix, mais tu sais, Merab est tellement un cardio infini en général que je suis juste pas capable de pique contre lui. Ça nous mène au deuxième combat de la soirée. C'est un super short notice, 135 livres. Macy Chiasson face à Shayna Young. Puis le bottom line ici, c'est que Shayna Young réussit à battre des filles, pas avec sa technique, parce qu'elle est vraiment pas rendue là au niveau technique. Là. C'est incroyable comment elle est pas rendue là. Elle bat des filles à 125 livres parce qu'elle est plus grosse et plus forte physiquement qu'eux. Elle se retrouve dans un combat à 135 livres contre probablement la plus grosse 135 livres dans toute l'UFC, qui, la seule raison pourquoi elle se bat à 135 livres, c'est parce qu'il n'y a personne à 145 livres. C'est une division de deux filles, puis elle préfère couper beaucoup de poids, mais avoir plusieurs bons match-ups qui s'offrent à elle, que d'affronter toujours soit Megan Anderson ou Felicia Spencer à 145 livres. Donc on a une 145 contre une 125 ici. Les deux se fient sur le fait d'être la plus grosse puis la plus forte. Donc c'est la plus grosse et la plus forte qui va gagner. Puis ça, c'est Macy Chiasson, fait que j'ai ça par TKO. Au deuxième round, ça nous mène au premier combat de la soirée. Mark De La Rosa, Rolian Paiva. De La Rosa, c'est exactement un genre de combattant qui a une bonne boxe, mais tu vois, il est comme encore en train d'apprendre. Il est meilleur que sa femme, là. D'ailleurs, c'est la première fois que des maris et femmes se battent sur la même carte. Mark De La Rosa et Montana De La Rosa, évidemment. Il est meilleur que Montana debout, tu vois, il a un peu plus d'expérience qu'elle. Aussi un très bon grappler, très bon submission grappler. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'amener le combo au sol. Il n'y a pas une bonne lutte, c'est pas de quoi qui fait bien. Puis Rolian Paiva va avoir un bon reach advantage sur lui. Il est un gars qui est très bon pour fight long. Puis ça va juste, d'après moi, être trop difficile pour De La Rosa dans ce combat-là de passer le reach de Paiva. Soit pour essayer d'aller changer le combat de phase, de l'amener au sol, même s'il n'y a pas tant de moyens de faire ça, ou soit tout simplement pour essayer de rentrer à l'intérieur dans la pocket et lander ses propres coups, parce que De La Rosa va avoir plus de distance à combler que Paiva pour toucher la cible. Et puis Rolian Paiva, c'est le genre de combattant qui a déjà 2 combats dans l'UFC, que selon moi méritait de gagner les 2, sinon d'au moins en gagner un des 2, puis il est 0-2 dans l'UFC. Donc je pense que c'est son occasion ici, là. C'est la fois que le combat est à son avantage, qu'il doit gagner, puis qu'il va gagner, selon moi, par décision. Ça conclut mes analyses et prédictions. Je suis content, j'ai gardé ça vraiment short. J'essaie de faire ça en 2020. Gardez ça short, ces vidéos-là, que ça soit clair, concis, straight to the point, pas trop m'égarer dans des sujets qui ont plus ou moins rapport. Et puis je pense qu'on a réussi aujourd'hui. Laissez-moi un like si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos commentaires par rapport à cet événement-là. Est-ce que vous êtes excité, etc. Par la suite, garde. Ça qui arrive, abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur le site internet, allez visiter. Vous savez quoi faire, ciao!